Man! Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! 81-point game. What can I say? Anything possible! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce second épisode de Starting 5. Je suis accompagné de mes chroniqueurs habituels, Florian et Jordan. Comment ça va les gars? Salut à tous. Ça va? Et Ça va. donc pour ce second épisode, je serai aussi accompagné d'un nouveau chroniqueur. Pierre, comment vas-tu? Ça va très bien, salut à tous. Bienvenue Pierre. Merci. Accueil chaleureux made in Starting 5. Donc, nous allons poser le tableau de ce second épisode. Nous allons parler de la Summer League qui bat son plein actuellement et d'un cher ami qui a pris sa retraite récemment. Il s'agit de Tim Duncan qui ne portera plus le maillot des San Antonio Spurs la saison prochaine. Donc, nous allons tout d'abord parler de la Summer League qui bat son plein actuellement. Nous n'allons pas parler du fond de jeu de la Summer League puisque, il faut être franc, ce jeu est peu intéressant et peu agréable à regarder visuellement. Donc nous allons plus nous attarder sur les joueurs, les rookies qui étaient attendus durant cette compétition. Nous allons commencer tout d'abord par Ben Simmons. Donc je rappelle ses statistiques depuis le début du championnat. 12 points à 40% de réussite, 7,8 rebonds et 5,50 assists. Donc messieurs, je vous laisse débattre sur Ben Simmons. J'aime bien le joueur. Le joueur est très sympa à regarder jouer. Il est très fluide. Pour ceux qui l'ont pas vu jouer quand il était à LSU, il a un jeu très fluide. Par contre, son seul problème c'est le shoot. Après, il a un QI basket qui est impressionnant. Il a une vision du jeu offensivement qui est excellente, une qualité de passe qui fait qu'il peut presque être un second meneur. Donc pour quelqu'un de sa taille, c'est vraiment impressionnant de voir un joueur aussi complet. D'ailleurs, là où on le voit vraiment qu'il est complet, c'est quand on voit ses stats. Il est presque à 5,5 passes décisives par match. Et puis quand on voit la fluidité avec laquelle il fait les passes et à quel point les passes qu'il fait sont compliquées, c'est d'autant plus impressionnant. Surtout que c'est un joueur qui a peu de déchets au niveau des passes, plus au niveau du shoot parce qu'il a vraiment pas de shoot. Mais niveau fluidité, vision du jeu et la connexion qu'il a avec Luwawu, le français qui a été drafté par les Sixers, est aussi très bonne et je pense que cette année Philadelphie peut avoir un jeu pas pour les playoffs mais peut avoir un fond de jeu vachement intéressant et agréable à regarder contrairement à la saison dernière. Ouais, comme a dit Flo, de toute façon, c'est vrai que ce qui est impressionnant, c'est sa vision de jeu. C'est vraiment la chose qu'on note dès le début. Il a une très très grosse mobilité de par son physique et de par sa taille, donc ça reste quand même assez rare. Attention quand même aux balles perdues, je pense que c'est son péché mignon, j'en ai noté pas mal, dont 7 au dernier match, donc va falloir faire attention à ça, parce que si tu perds des balles en Summer League, tu peux très bien en perdre en Ligue, donc enfin en NBA, donc va falloir faire attention, mais c'est vrai que moi j'étais très 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 surpris par son niveau de jeu. Il est complet comme a dit Flo aussi, donc ouais, je pense que les Sixers ont un coup à jouer avec Ben Simmons, et voilà, donc il a confirmé un peu son niveau qui était attendu. Après, je pense que les pertes de balles sont pas vraiment un problème. Aujourd'hui, mon avis, c'est qu'en Summer League, il sait qu'il est au-dessus, donc il tente un peu plus, ce qui pourrait expliquer qu'il perde plus de ballons. Si en saison régulière, il se contente de faire ce qu'il sait faire, là, on peut avoir accès à un très bon joueur et pourquoi pas une saison aboutie. Ouais, mais on a vu aussi qu'il aimait bien faire des passes un peu fantasques, on va dire. Donc c'est vrai que c'est assez dangereux. Ça reste très beau à regarder quand c'est réussi. Mais il va falloir faire attention parce qu'en NBA c'est pas la même chose, c'est plus compliqué, ça sera plus physique, plus rapide, donc il va falloir faire attention à ce genre de passe. Mais c'est vrai que sinon, comme tu dis, c'est vraiment très agréable à regarder. Moi j'ai vraiment été très très surpris par Ben Simmons. Ouais, surpris aussi, vraiment bien, j'en attendais pas autant de ce joueur. Je préférais largement un joueur comme Ingram quand je les voyais jouer, un à Duke et l'autre à LSU. Ouais. Mais Ben Simmons c'est vraiment très très beau à voir jouer et c'est vraiment super agréable de le regarder. C'est un mec qui sent le basket. Et on est à une époque où beaucoup de joueurs jouent au basket sans réellement comprendre le jeu. Et en voir un qui a la bonne vision au bon moment et le bon geste, ça fait vraiment plaisir. Ouais, je suis d'accord. Après, je pense que le duo avec Nerlens Noel peut être très intéressant pour Philadelphie à exploiter. Après, il faut trouver une bonne barrière extérieure pour compléter le tout. Et ouais, c'est ça. Peut-être que Phil va revenir. Faut trouver une menace à l'extérieur.
parce que il peut y avoir une bonne connexion entre Simmons et Noël, mais le risque aussi, c'est que vu que Simmons, c'est un joueur qui est pas du tout un joueur d'extérieur et qui revient beaucoup à l'intérieur, le second risque, c'est qu'il se marche dessus, soit avec Okafor, soit avec Noël. C'est ça. Euh, C'est ça qu'il va falloir faire attention. ouais, ça va falloir faire attention parce que ça peut vraiment être un danger pour Philadelphie. C'est ça, mais je pense qu'on peut voir Philly avec un peu plus d'espoir l'année prochaine. Je suis presque convaincu de ça. Donc, Ah oui, en même temps, les voir avec moins d'espoir, ça aurait été chaud quand même. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Au vu du truc qu'ils proposaient, je pense que c'est sûr que ça sera mieux, et heureusement. Mais bon, voilà, ils ont un coup à jouer. Il va falloir voir pour plus tard après. Il faut voir si la sauce va prendre. Donc voilà, je pense que vous avez à peu près tout dit sur Ben Simmons. Donc je tiens à rappeler, comme a dit Florent, c'est un joueur très complet. Son seul problème, c'est le shoot. Mais bon, l'avantage, c'est que le shoot, c'est peut-être une des choses les plus faciles à travailler, puisqu'il restera, je pense, dans la ligue, dans la durée, à moins de gros problèmes. Donc je pense que, je ne sais pas si c'est de votre avis aussi, mais Philadelphie peut clairement construire autour de lui sans aucun problème. Clairement, l'intelligence de jeu, ça se travaille pas, ou très très peu. Hein. C'est soit tu comprends ce que tu fais, soit tu comprends pas et tu appliques bêtement les systèmes. Mais là, on est face à un joueur qui a une intelligence de jeu et son principal défaut, on va dire, c'est le shoot. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Le shoot aujourd'hui, c'est ce qui est le moins difficile à travailler. Donc sur ça, on peut voir. Je pense qu'on a un joueur qui peut que progresser. Voilà. Il ne faudra pas que ça soit un beat comme Joël. Après, comme on disait tout à l'heure, il y avait une bonne connexion avec Luau. Donc, est-ce que les Sixers vont réussir à exploiter ça au cours de la saison de NBA, c'est la question. Mais en tout cas, s'ils arrivent à s'en sortir avec ça, ça peut ne pas être si dégueu que ça, quoi. Je pense qu'ils vont l'exploiter parce qu'aujourd'hui, ils sont dans une année de construction ou de transition, appelle ça comme tu veux, et ils sont obligés de tester des trucs. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils vont laisser un peu les clés à Simmons, ils vont tester différents systèmes, et c'est justement ça qui va être intéressant. S'ils veulent le perfectionner au niveau du shoot, la chose qu'ils vont faire, ils vont lui donner, même s'ils savent que c'est un piètre shooter pour l'instant, ils vont lui donner beaucoup de tickets shoot pour qu'il commence à progresser sur les phases de jeu pendant les matchs et non pas qu'aux entraînements. Donc c'est en ce sens-là qu'il a beaucoup de progrès à faire cette année. Ouais, mais il va falloir faire attention pour que les Sixers trouvent la bonne combinaison, parce qu'il ne faut pas que ça soit une saison où on met en place Ben Simmons et on voit où est-ce que ça marche le mieux. Il faut trouver la sauce très rapidement afin d'exploiter tout ça. Ah, mais le souci, c'est que même eux, ils savent pas avec quel effectif ils vont démarrer. Ouais, mais voilà, il est là le problème justement, c'est que c'est le moment où il faut pas que ça soit une saison test, on va dire, pour Ben Simmons. Il faut que ça soit une saison où tu trouves vraiment la bonne combinaison. Il faut que ça soit maintenant, sinon ils vont s'empâter dans quelque chose d'horrible, les Sixers. Ouais, je pense que depuis le changement à la tête des Sixers, je pense que maintenant ils ont un peu cette intelligence aussi et qu'ils veulent que les choses changent, quoi. Philadelphie, qui a toujours été une ville de sport dans les grands termes, au grand sens du terme, peut pas rester avec une équipe de basket aussi dégueulasse. C'est sûr, et j'espère en tout cas. Voilà, donc... Après, faut pas oublier qu'il y aura le retour de Joel Embiid, à savoir c'est un autre intérieur, donc est-ce qu'ils vont réussir à jongler entre les trois jeunes joueurs qui vont vouloir du temps de jeu. Ça va être ça aussi la question et la difficulté pour le coach des Sixers, quoi. Ouais, apparemment il voudra en trader un, mais contre qui, pourquoi? Après tu peux très bien faire une rotation en triangle. Embiid jouera plus 5, mais est aussi à l'aise assez loin du panier, donc pourra aussi jouer 4. Nerlens Noël peut jouer 4, Okafor peut jouer 4 et Noël peut jouer et les 3 peuvent jouer 5, pardon. Donc ils ont 3 joueurs qui peuvent occuper 2 postes. Donc la rotation en triangle, ils peuvent très bien la mettre en place. Hein. Ouais, le problème, c'est qu'Embiid n'en connaît pas son niveau pour l'instant. Embiid, aux entraînements, quand il revenait, il marchait sur Jahlil Okafor. Hein. Ouais, aux entraînements, mais c'est pas un match NBA, quoi. Donc, Non, mais bon, quand même, aux entraînements, tu vois la différence entre les joueurs. Et Okafor, apparemment, était quand même en dessous de Embiid qui revenait. Je pense que ça peut vraiment être un gros joueur, Embiid. Hein. Mais après, le souci, c'est que les blessures au pied, ouais, c'est ça. Hein. Ça entraîne souvent des rechutes. Et après, Joel Embiid, c'est un joueur qui a beaucoup d'ego, donc il va falloir jouer avec ça aussi. On sait ce que ça peut faire, des joueurs avec beaucoup d'ego en NBA, c'est pas toujours facile à gérer. Donc après, la rotation en triangle, elle peut marcher, c'est sûr, mais il va falloir gérer aussi le côté psychologique du joueur, quoi, si on peut dire.
Oui, ça c'est clair. Donc, nous rappelons, voilà, vous avez parlé de l'entourage de Ben Simmons, de Joel Embiid et tout, on en parlera plus tard dans notre podcast, pardon. Maintenant, nous allons pouvoir passer au second joueur qui était presque tout aussi attendu que Ben Simmons. Il s'agit du Laker, Brandon Ingram. Donc, je rappelle ses stats à peu près similaires au scoring, je dis bien au scoring, à ceux de Ben Simmons. Donc, 12 points, 41% de réussite, 4 rebonds et 2 assists. Bon, il a démarré par 2 bonnes performances, puis au final a complètement chuté, puis a bien terminé sa Summer League. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de ses performances. Il avait l'air surtout un petit peu fragile face aux autres joueurs. Ouais, il a du talent, ça c'est vraiment indéniable. Il y a un problème de shoot pour l'instant, je pense en tout cas. Il a pas vraiment la bonne sélection de tir. Sinon, on le voit qu'au rebond, il est quand même présent, il a quand même une belle vision du jeu. Il y a quelque chose à faire, mais c'est vrai que c'était en dents de scie, c'est Summer League. Je pense notamment à son 3 sur 12 face aux Sixers ou sur 4 sur 12 à Cleveland. C'était 2 prestations assez bof. Donc, il va falloir faire attention, mais indéniablement, il a du potentiel. Ouais, c'est un joueur qui a montré un peu une irrégularité, mais de là à ce que ce soit inquiétant, il y a quand même une marge, quoi. Non, c'est un très bon joueur, hein, ça y a aucun doute là-dessus. Après, je pense pas qu'il soit prêt à la NBA. Il y a qu'à voir son physique. C'est un physique un peu à la Durant. Durant, lui, a très bien su s'adapter avec ce physique, mais je pense qu'il va falloir qu'il prenne un peu en masse, quoi, s'il veut vraiment tenir toute la saison. Ce qui va m'intéresser cette année, surtout, ça va être la connexion entre D'Angelo Russell et Brandon Ingram, s'ils restent ensemble aux Lakers, bien sûr. Mais ça peut vraiment être un point intéressant parce qu'il y a 2 bons joueurs, quoi. Un, il faut juste qu'ils prennent un peu du plomb dans la cervelle. Et l'autre, il faut vraiment qu'il montre qu'il est prêt. Mais ça peut vraiment être un bac court avec un très très gros avenir, ça. Hein. Ouais, mais c'est vrai que Brandon Ingram doit physiquement prendre en masse. Ça, je pense que c'est une certitude s'il veut s'adapter à la NBA, parce que s'adapter comme Kevin Durant le fait n'est pas donné à tout le monde. Donc, je pense qu'il va lui falloir beaucoup un renforcement physique, ça c'est sûr. Je ne sais pas si Pierre a quelque chose à rajouter au sujet de Brandon Ingram. Non, du coup j'allais parler du développement physique, mais du coup Jordan en a parlé, donc. D'accord, très bien, pas de souci. C'est devancé. Voilà, donc bon, voilà, au niveau d'Ingram, vous avez tout dit, son principal défaut donc est la forme physique. Hein. C'est vrai que Kevin Durant a réussi son intégration NBA. Bon, on n'a jamais vraiment été sûr de sa taille non plus, donc ça reste un mystère. Alors que Brandon Ingram, paraît un petit peu plus fragile face aux joueurs athlétiques, surtout que quand même la NBA à notre époque est monstrueusement athlétique. Donc oui, comme vous l'avez très bien dit, ça va être sa priorité, je pense, cet été, de prendre du muscle. Après, il va être géré par Luke Walton quand même, donc je m'inquiète pas trop pour lui. Luke Walton, on l'a vu cette année, il sait comment gérer une équipe, comment gérer un groupe. Je pense qu'il peut trouver aussi un système de jeu pour qu'Ingram puisse être épanoui. Un jeu rapide, un jeu en contre-attaque comme il sait faire, un jeu en transition beaucoup. Voilà, cette année je pense que ce sera ça le gros d'Ingram, hein. Ce sera pas du jeu posé ou du jeu sur des séquences longues. Ce sera plus du jeu assez rapide ou du shoot en sortie d'écran, parce qu'il n'aura pas le physique pour tenir sur des actions posées pendant une saison. Il aura pas le physique. Oui, voilà, il va falloir jouer sur ses qualités de toute façon. C'est ça. Donc voilà, tout a été dit sur Brandon Ingram. Nous allons pouvoir passer maintenant aux Celtics et Jaylen Brown plus précisément. Donc je rappelle, lui aussi ses stats, 16 points à 32% de réussite, 6 rebonds et une assist. Donc messieurs, je vous laisse débattre sur les 5 matchs de Jaylen Brown durant ces Summer League. Moi personnellement, je l'ai trouvé fantastique. J'ai trouvé, il est mobile, il est physique et il va au rebond. Un problème au tir encore une fois, mais bon, on va dire que c'est la Summer League qui fait ça. Des fois, parfois trop gourmand, mais non, moi je trouve qu'il a répondu extrêmement bien à la Summer League. Il a fait ce qu'il fallait. Moi, je le trouve vraiment impressionnant. Ouais, exactement. Après, même chose, je pense que le péché au shoot, c'est juste parce qu'il veut trop tenter ou trop en faire. C'est ça. Ouais. Sinon, effectivement, ça a été un joueur qui m'a vraiment impressionné.
Et du coup, je pense qu'il était au-dessus du niveau auquel on l'attendait. Et les grands gagnants dans l'histoire, ça va être les Celtics. Parce que s'ils veulent l'échanger maintenant, je pense qu'il a une valeur qui est un peu plus importante que celle qu'on lui donnait. Ouais, moi je suis entièrement d'accord avec Flo. En plus, il a une très bonne vision du jeu. C'est un des meilleurs intercepteurs de la Summer League, faut savoir. Donc c'est vrai que sur ce sujet-là, il est aussi bon. Il est très fort physiquement. En fait, il a l'image des Celtics, tout simplement. Donc voilà, comme a dit Flo, s'ils veulent l'échanger, sa valeur va augmenter. Et je pense que ce serait une erreur de l'échanger, parce que avoir un 6e homme ou 7e homme, peu importe, de cette qualité, c'est vraiment de l'or. Hein. Ouais. Je suis d'accord avec toi, Florian, mais c'est un des joueurs sûrement qui a un des plus gros potentiels, en tout cas dans cette draft-là. Je pense que Boston doit l'exploiter, surtout avec l'équipe qu'ils sont en train de façonner. Là, je pense que ça peut être vraiment intéressant pour eux. Et comme tu dis, ça serait vraiment dommage de laisser partir un joueur comme ça maintenant, en tout cas. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que les Celtics ont toutes les clés pour augmenter son potentiel. Donc c'est ça qui est encore plus intéressant. Donc, ouais, Après, il faudra voir. Là, ça dépend si les Celtics, entre guillemets, sont pressés de gagner ou pas. S'ils veulent gagner de suite, ils garderont pas Jaylen Brown. De toute façon, je pense qu'ils savent qu'ils peuvent pas gagner de suite, à mon avis. Ah si. Moi, Si. Celtics, cette année, s'ils complètent leur effectif avec un autre joueur All-Star, ils peuvent gagner de suite. Hein. Oui, c'est un autre joueur qui vient. Oui, bien sûr. Ah oui, ok, d'accord. Oui, sur ce sujet-là, ouais, d'accord, ok. Juste avec Jaylen Brown, ils gagneront pas. Oui, voilà, ok, d'accord, on est d'accord. Donc voilà, ça va être ça la question. S'ils veulent gagner de suite, Jaylen Brown ne sera pas le bienvenu. Mais s'ils veulent prendre du temps pour vraiment construire un peu plus sur l'avenir comme ils l'ont fait, ça prend tout son sens. Mais il ne faut pas oublier que les Celtics aujourd'hui, ce qui fait que c'est une équipe qui est une perle, c'est parce qu'ils ont 3 petits contrats, Jay Crowder, Avery Bradley et Isaiah Thomas. Les 3 font moins de 25 millions alors que c'est des joueurs énormes. Donc je pense qu'ils sont un peu coincés en se disant qu'il faut qu'ils gagnent avant que ces contrats arrivent à échéance. Parce que eux, quand il va falloir les re-signer, ils ne pourront pas garder les 3. Mais ils se disent aussi que l'avenir peut aussi être intéressant pour eux. Donc Danny Ainge va vraiment avoir un gros boulot là cet été. Hein, et décider de quel côté il veut orienter la franchise. Ouais, c'est clair. Vous avez à peu près tout dit au sujet de Jaylen Brown. On va pouvoir passer donc à la page suivante et aller du côté de Phoenix avec une de mes déceptions de cette Summer League. Il s'agit de Dragan Bender. Donc je rappelle ses statistiques sur 5 matchs, 8,6 points à 25% de réussite, 5 rebonds et une assist. Donc pour ma part, ça a été une déception par rapport à son jeu. Je ne sais pas si vous avez été du même avis que moi. Donc je vous laisse aussi en débattre sur ce cas. Ouais, tu prends que les stats, ouais, effectivement, c'est une déception. Après, c'est un poste 4 qui est super mobile. C'est un poste 4 qui bouge comme un poste 2. Donc ça, c'est toujours intéressant dans la NBA actuelle. Après, oui, il n'a pas eu l'impact qu'on attendait de lui, ça c'est clair. Mais pour moi, ça reste quand même un joueur qui peut être important dans l'effectif des Suns cette année. Moi, j'ai plus été déçu par Marquis Chris. Ouais, mais je pense qu'il va avoir une difficulté à s'adapter au jeu de la NBA en fait pour l'instant. Super utile dans le jeu des Suns, Marquis Chris. Je l'ai trouvé même un peu faiblard. Assez déçu par lui, plus que par Bender. Bender, j'ai aucune inquiétude sur ce joueur. Ouais, mais Bender pour l'instant il répondait pas physiquement aux attentes. Par rapport à la Summer League, ça se voit, le jeu est beaucoup plus trop rapide, il avait du mal à se poser, à bien avoir une vision de jeu. Ça va se régler sans doute parce que c'est quand même un énorme potentiel, donc je pense que ça va se régler. C'est le temps d'adaptation. Je pense que c'est nouveau aussi pour lui ce genre de jeu. Donc ouais, c'est une déception, mais une déception qui va s'améliorer à mon avis. Rien d'autre à ajouter sur Dragan Bender, on peut passer directement au joueur suivant. Ouais, on peut. C'est parti. Il n'y a pas grand chose à dire sur Bender. Oui, donc,
On va pouvoir passer à Chris Jones. Bon, Chris Jones, c'est 2 matchs en Summer League, mais 2 très beaux matchs, puisqu'il tourne à 24 points à 54% de réussite, 7 rebonds et 3 assists. C'est un joueur hyper flashy qui a éclairé, a allumé la Summer League de son talent pendant ces 2 matchs qui ont vraiment été super. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ces deux performances de haut niveau. Moi, j'aime sa capacité au rebond, personnellement. J'ai l'impression qu'il lit vraiment bien les trajectoires. Il sait où se placer. Pour un meneur, c'est très rare. Donc ouais, moi, je suis pas surpris. Je l'attendais de ce niveau. La preuve, il a fallu que 2 matchs pour confirmer son niveau. Il n'y a pas besoin de plus. Vraiment, il y a vraiment pas besoin de plus. Il est très bon en pénétration aussi. Il a une belle vision du jeu. Donc vraiment, non, pas surpris de son niveau en tout cas. Ouais, pas surpris non plus. Il est très bon. Il est très bon. Il a une belle vision de jeu. Il a une qualité de dribble balle en main qui est impressionnante. Une qualité de dribble qu'il est tout autant. Après voilà, c'est son seul péché mignon. Ça va être les shoots casse-croûte. Mais reste à savoir si ce sera qu'en Summer League ou si ce sera aussi pendant la saison. C'est ça, ouais. Parce que les shoots casse-croûte, c'était quand même le quotidien, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il a l'air gourmand, mais voilà, vu que c'est la Summer League, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Voilà, c'est exactement ça. Le souci, c'est voir si ça va être modifié ou pas. C'est ça. Et puis il faut préciser aussi que c'est quand même un joueur très complet, puisqu'il est aussi bon des 2 côtés, surtout défensivement. Il est quand même à 2 interceptions par match. Donc c'est vraiment un joueur très complet. Ça peut être vraiment très intéressant pour Minnesota. C'est pareil, un potentiel à exploiter. J'en tiens pas trop compte. Parce que quand tu vois Curry, c'est un joueur qui défend très mal, mais qui a un bon ratio d'interception. Donc les interceptions cachent souvent les mauvais défenseurs. Par contre, quid de Ricky Rubio? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Il sera titulaire. Il sera titulaire de toute façon. Je pense que Chris Dunn, c'est, on va dire, ça va être le backup de sûr. Mais en fait, c'est pour prévoir la blessure de Rubio. On sait à un moment donné, il va se blesser, à mon avis. C'est Rubio, on sait qu'il a toujours des problèmes. Donc je pense que Rubio sera titulaire, je suis à peu près sûr et certain. C'est possible, de toute façon. De toute façon, tu as un joueur qui est prêt et un joueur qui a développé. Donc, mais il faut quand même accorder beaucoup de temps de jeu au joueur qui a développé. Parce qu'il ne va pas se développer tout seul. Ah, c'est ça, mais la qualité, c'est que tu as Thibodeau en coach. Alors, on sait qu'il ne fait pas confiance aux rookies. Par contre, on sait à quel point il est capable d'augmenter le potentiel des meneurs. Donc, ça, c'est un réel avantage. Et voilà, de toute façon, Rubio est important pour les Wolves. C'est un complément pour Zach, pour Karl Anthony Towns. C'est vrai pour Wiggins. Donc, c'est vraiment un bon complément. Pas de shoot, lui c'est ce qu'il veut, c'est faire des passes, donc c'est un bon complément, il faut qu'il soit titulaire. Tu mets Chris Dunn après, je pense que la sauce peut bien tourner. Ouais, à voir. Je suis pas sûr que Chris Dunn soit venu pour cirer le banc, quoi. Il va pas le cirer à mon avis. Il va pas le cirer. De toute façon, il aura pas trop le choix. Hein. C'est Thibaut le coach. S'il veut cirer le banc, il va cirer le banc. Mais est-ce qu'il a pas eu des garanties, quoi? Moi, c'est ça la question. Est-ce qu'on lui a pas dit, Rubio, peut-être que Rubio ce sera dehors et tu as la place pour toi. Et on te fait la place. Franchement, j'en doute. Je doute qu'on lui dise qu'il sera directement titulaire et que Rubio va être mis sur le côté. Oui, il est quand même important, Rubio, hein, sur. Non, mais il est clairement important dans sa vision du jeu, dans sa qualité de passe et surtout dans sa défense. Voilà. Moi, je vois pas comment Chris Dunn aurait pu venir en se disant tu joueras 20 minutes par match, quoi. On sait pas, peut-être que ouais, moi je pense qu'il aurait accepté parce que les Wolves ils ont un coup à jouer et que s'il accepte ce rôle, ça peut être bénéfique pour lui. Et puis t'as Thibodeau en coach, ça peut être que bénéfique pour toi d'être sous les ordres de Thibodeau, que tu sois en backup ou titulaire. Mais après Chris Dunn, à l'image de sa Summer League, enfin de ses Summer League, il y a que 3 passes entre guillemets. C'est quand même pas beaucoup pour un gars d'extérieur. Thibodeau va peut-être privilégier justement le côté passeur de Ricky Rubio pour construire et pour faire des bons systèmes exploitables plus facilement, pour faire jouer notamment Karl Anthony Towns. C'est ça, ouais. Christian doit progresser au niveau des passes s'il veut vraiment être un backup, même plus que Ricky Rubio, quoi. Ouais, je pense aussi, largement. Moi, je le vois comme ça, en tout cas.
Ouais, ben peut-être, mais dans ce cas-là, s'il fait partie de la seconde unit des Wolves, il n'y en a pas beaucoup qui vont voir le ballon dans la seconde unit. Ouais, bah, t'auras peut-être Bjelica, hein. C'est parce que lui, il faut le faire jouer le petit, hein, parce que lui, il est bon. Ouais, mais là, comme je te dis, si Chris Dunn fait partie de la seconde unit, il n'y en a pas beaucoup qui auront la balle. Ouais, c'est sûr, mais bon, de toute façon, une fois que Chris Dunn sera dans la seconde unité, on sait très bien qu'il aura énormément le ballon. Ça va faire partie du fait de construire son expérience en NBA. Donc je pense pas que ça soit un réel problème. À voir si Thibodeau pense pareil. C'est ça. Voilà, vous avez fait le tour du cas Chris Dunn. On va pouvoir passer sur un autre joueur, donc Buddy Hield. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Buddy Hield est un énorme shooter extérieur. Il a un potentiel au shoot hallucinant. Il n'a aucun remords à tirer de loin. Il est à 98 tirs sur les 4 matchs qu'il a fait, les 5 matchs pardon, qu'il a effectué durant cette Summer League. C'est un joueur à potentiel plein, mais bien trop arroseur. C'est ce qu'on lui a sûrement reproché durant cette Summer League. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis déçu, personnellement. C'est ce qu'on lui a reproché en Summer League et c'est ce pourquoi on l'applaudissait à Oklahoma. Ni plus ni moins. Hein. Quand il a collé 30 points à Oregon en mettant 7 sur 11 à 3 points, personne n'a dit « Ouais, tu shootes trop. » Voilà, c'est un shooter. C'est quand ça rentre, ben, tout va bien. Quand ça rentre pas, ben, tu shootes trop. Ouais, ben là, il n'y a qu'un match où ça rentrait vraiment, quand même. Tu regardes ses stats à 3 points, c'est 1 sur 7, 1 sur 7, 3 sur 12, 5 sur 14, 1 sur 8, c'est dégueulasse. Ouais, mais après, je fais partie de cette catégorie de joueurs qui perdront jamais confiance. Ah, ça, c'est sûr. Ouais, mais moi, ça reste une déception, quand même. Ah, mais bien sûr, mais Buddy, de toute façon, c'était annoncé, non? Enfin, je sais pas, mais comment on pouvait se dire que ce joueur, il vit que par le shoot. Aujourd'hui, des joueurs qui vivent que par le shoot, il n'y en a pas des masses. Où ils ont intérêt à être très réguliers. Faut qu'ils progressent. Alors voilà, c'est un joueur qui va être en construction. Et contrairement à Ben Simmons, alors c'est pas le même poste, hein, on est d'accord. Ouais. Mais c'est un joueur qui a tout le reste à travailler sauf le shoot. Parce qu'à Oklahoma, c'était la star. Donc il avait tous les tickets shoot qu'il voulait, il n'y avait pas de souci. Là aujourd'hui, le garçon, il rentre dans un monde où il y a déjà Anthony Davis. Juste ouais. ça va lui faire bizarre. Hein, de devoir partager le ballon autant. De pas pouvoir avoiner à 10 mètres comme il le veut, ça va lui changer la vie. Mais voilà, il a un très bon shoot. Ça c'est incontestable. Hein. Même si les stats de la Summer League disent l'inverse, c'est un excellent shooter. Mais voilà, c'est aujourd'hui malheureusement Buddy Hield, c'est que ça. C'est un excellent shooter. Ah ouais. Mais défensivement, il va falloir faire attention aussi. Il a l'air d'avoir une bonne trajectoire sur les rebonds. Défensivement, il va falloir faire attention. Sur les passes, il va falloir faire attention. Il y a beaucoup de points d'attention sur Buddy Hield quand même. Hein. Si on l'a pris parce qu'on a vu le Final Four de la March Madness, ou l'Elite 8, si on l'a jugé juste sur ça, c'est sûr, on se dit qu'il est excellent. Mais son shoot, vu qu'on se focalise sur ça, il cache toutes ses faiblesses. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, hein, de toute façon. Hein, il y a pas de, voilà, il va falloir le faire progresser, mais rapidement, par contre, parce que tu peux vite te noyer dans tout ça. Et surtout, on vient d'apprendre qu'il compte pas sur Tyreke Evans. Non. Ce qui fait que ça va être lui. Il me semble bien. Donc, ça peut être ce qui va poser problème. Hein. Ouais, parce qu'arriver dans le bain de la NBA et être tout de suite titulaire, c'est compliqué. Oui, non, mais surtout avec le jeu qu'il a, quoi. Ouais. Tout a été dit sur Buddy Hield, donc son gros ticket shoot, c'est tous les aspects qu'il va devoir corriger cet été pour être à peu près prêt pour la saison NBA. On va directement renchérir sur Jamal Murray, 19,6 en points, 42% de réussite, 5 rebonds et 2,4 assists. C'est pas un joueur que j'ai trop suivi durant la Summer League, donc je vous laisse en débattre sur Jamal Murray. Moi, de ce que je peux dire, Totalement suivi non plus. Tout simplement parce que j'en attendais pas spécialement grand chose. Voilà, les stats prises comme telles sont belles, il n'y a pas de souci. Après, il faut voir ce qu'il est capable
capable de faire en NBA. C'est ce sur quoi j'ai un peu plus de doute. Ouais, moi personnellement, j'ai vu que son premier match, celui où il avait fait un gros carton à 29 points, il avait l'air d'être prêt, en tout cas de ce que j'ai vu. Après, c'est qu'un match, donc c'est pas du tout... Physiquement, il a l'air du moins. Oui, voilà, il a l'air d'être prêt, physiquement et mentalement. Il a l'air d'être aussi, même défensivement, côté défensif, il était là. Voilà, donc... C'est la principale chose, parce que il a été bon des deux côtés du terrain. Bon, plus offensivement, parce que forcément, ça se voit sur les stats. Donc, malheureusement, aujourd'hui, on juge beaucoup sur les stats. Mais voilà, je pense il est aussi capable de faire le travail que les autres veulent pas faire. C'est ça, ouais, entièrement. Ouais. Le sale boulot, je pense que lui peut le faire très bien. Après, honnêtement, j'ai pas spécialement d'avis sur ce joueur. Ouais, moi, perso, j'ai vu qu'un match. De ce que j'ai vu, ça avait l'air très bien, en tout cas. Parce que le match qu'il fait face à Phoenix est quasi parfait. Donc, voilà, après, je peux pas vraiment juger au-delà de ça. Il n'a pas été énorme. Enfin, c'est un bon joueur. Je pense qu'aussi il a un gros potentiel, surtout dans une équipe de Denver qui est aussi en reconstruction. On sait que c'est pas facile pour eux tous les jours. Après, je pense que défensivement, il a quand même beaucoup de progrès à faire. Offensivement, il n'y a pas grand-chose à dire. Il est assez complet. Peut-être un peu plus passeur. Je pense qu'on lui demandera peut-être un peu plus de passer la balle, mais il est pas dégueu au shoot. Non, je pense qu'il a un bon potentiel et c'est à exploiter pour Denver, c'est sûr. Ouais, par contre, ça a l'air d'être un scoreur pur. Hein. Donc ouais, à savoir si c'est la bonne combinaison pour Denver, je sais pas. Donc maintenant, passe à la dernière page de cette Summer League avant que vous, messieurs, vous évoquiez vos coups de cœur. On va passer aux joueurs controversés, aux joueurs de mixtape, aux joueurs qu'on n'attendait pas aussi rapidement dans cette draft. Ton maker, donc je rappelle ses statistiques, 14,2 points, 37% de réussite, 9,6 rebonds et 0 passe en 5 matchs. Donc messieurs, il a été très bon durant ces 2 premiers matchs, puis c'est au fur et à mesure troué jusqu'à sa magnifique performance au rebond lors de sa dernière rencontre. Ouais, il est plus mauvais que ce que je pensais. Ah, il est mauvais, hein, mais moins que ce que je pensais. Juste par curiosité, j'avais regardé le premier match. Je l'ai vu arriver, il gagne l'entre-deux, magnifique, quel joueur. Et première action, il lance une espèce de brique à 5 mètres. Je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qu'on a là? C'est quoi ce spécimen? C'est affreux. Forcément, alors, il n'est pas mauvais au rebond, hein, même si son dernier match dit le contraire, il n'est pas mauvais, mais heureusement, vu sa taille, c'est un joueur qui, offensivement, se fait énormément contrer, alors qu'il fait 2,13 2m16. 2m16. Faudra vraiment voir, mais bon, pour moi, on est vraiment face à un joueur, comme je disais tout à l'heure, il fait vraiment partie de la catégorie de joueurs qui jouent au basket, mais qui comprennent absolument rien à ce qu'ils font. Ouais, des fois, offensivement, on le voit planer pendant 4-5 secondes, immobile à 3 points, et on se dit, mais tu vas poser un bloc, qu'est-ce que tu vas faire? Bouge, fais quelque chose. Et non, mais vraiment rien. Ouais, c'est exactement là où j'allais en venir. Flo a raison, je pense que niveau QI basket pur, il est à des années-lumière de la NBA. Voilà, c'est aussi simple que ça. Physiquement, il est pas prêt. Alors oui, c'est bien beau, on te dit oui, il a pris 17 rebonds, tu fais 2m16, t'as intérêt à prendre des rebonds parce que je te prie de peur, sinon tu vas faire une Roy Hibbert. Offensivement, c'est une catastrophe. Dans des séquences, ouais, comme il dit plus en pick and pop, c'est pas ça non plus phénoménal. Voilà, il a une adresse au tir, elle est bancale. Donc moi je l'attendais là où il devait être, c'est-à-dire c'est pas du tout un bon pic pour moi. Je sais pas pourquoi les Bucks encore ont fait ce choix. Alors moi j'ai vu, oui, il a fait de bonnes prestations, 17 points, 17 rebonds, c'est waouh et tout. J'ai envie de dire non, faut pas déconner, c'est pas waouh du tout. Il est pas prêt. Moi pour moi c'est clair et net, il n'est pas prêt. Il fait clairement partie de la catégorie de joueurs. Pour les Bucks, je pensais que risque élevé, récompense qui peut être élevée. Hein. Je pense qu'ils l'ont vu comme ça. Mais surtout que tu te gâches un top 10, quoi. Après, peut-être qu'il peut progresser, mais
Mais vraiment, quand tu as un joueur qui comprend pas ce qu'il fait sur un terrain, c'est super compliqué, quoi. Ah oui, ça pose un énorme problème, quoi. Il est perdu. Ouais, il va devoir gagner beaucoup d'expérience et aussi peut-être se développer physiquement pour pouvoir s'imposer un peu plus dans la raquette et prendre des rebonds comme il doit les prendre quand il fait 2m16, quoi. Ouais, mais là, c'est vraiment compliqué quand même, parce que le mec, pendant 5 secondes, il reste comme un piqué. Il va pas poser un écran. C'est un joueur bête et méchant, c'est un joueur de système. Voilà. Mais vraiment, quand on le sort de son confort de système, il sait pas quoi faire. Il est paumé. C'est un joueur, il vaut 0. Un QI basket, c'est sous terre qu'on le trouve. C'est ça. Bon, ouais, Moi, j'ai pas plus à dire. Oui. On va passer. Hein. Moi, j'ai vu 3 matchs de lui, ça m'a suffi, donc voilà. Bon, vous avez à peu près dit tout ce que vous avez à dire sur Automaker. Je pense que tout le monde l'aura déjà remarqué. Allez, on va vous faire un petit peu plaisir, messieurs, maintenant. Et chacun de votre tour, allez parler donc de votre coup de cœur de cette Summer League. Ouais, je laisse la parole à mes compagnons. Je laisse la parole à mon autre compagnon, du coup. Non, bah tout simplement, moi j'ai bien aimé Denzel Valentine parce que comme pas grand monde le sait, finalement, je suis fan de Chicago, donc forcément j'ai suivi un peu ce qu'il a fait. Je pense qu'il y a un potentiel à exploiter. Il est assez complet, il y a quand même du progrès à faire au niveau du shoot. Il est qu'à 35%, mais bon, c'est peut-être le stress de la Summer League, je sais pas. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner en NBA dans cette nouvelle équipe des Bulls qui a fait des trades assez particuliers quand même, faut le dire. Non, j'attends de voir, mais c'est quand même un joueur que je pense qu'il va me plaire en tout cas. Bah, déjà, à la base, faut être honnête, c'est pas un joueur qui mérite d'être drafté à cette position. Hein. Non, c'est sûr. Il mérite d'être beaucoup plus haut. Tout simplement, la raison de cette position, c'est parce qu'il joue à Michigan et que Michigan a pris l'upset de l'année. Donc forcément, la cote du joueur, elle est un peu... Elle a explosé. Hein. Ouais, elle a explosé, mais pas dans le bon sens. Mais ce qui est normal aussi. Donc je pense que là, Chicago a fait une bonne chose en le prenant. Hein, parce que c'est un joueur qui méritait peut-être une place entre 7 et 10. Ouais, c'est sûr, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va donner et je pense que ça peut être vraiment pas mal. Donc à voir. Franchement, pour moi, c'est mon coup de cœur de cette Summer League. Donc à voir par la suite, quoi. Du coup, je prends le relais. Je laisse réfléchir Jordan jusqu'à la fin. Je dis déjà, donc... Non, mon gros coup de cœur, c'est Jack Lehman de Portland. Arrête de rire. C'est un mec... alors, je pense pas qu'il soit prêt pour la NBA de suite. Ça, c'est une certitude. Mais c'est un mec qui a tout. Il est adroit. Il sait défendre, même s'il fait quelques conneries, on va dire, de débutant. Comme lors du match contre Utah, où il fait 2 fautes qui permettent à Utah de revenir. Mais c'est un joueur qui a tout. Il a le shoot, il a la défense, il a le jeu en transition. Il a pas spécialement un gros physique, mais il va au rebond. Et surtout, c'est un mec sur un terrain qui est d'une intelligence en défense. Mais c'est un bonheur de voir des joueurs comme ça, qui savent anticiper les écrans, qui savent... il a tout le temps un coup d'avance sur celui qui l'attaque. Et comme sur celui qui le défend, il a toujours un coup d'avance aussi. Il fait toujours le bon mouvement pour se retrouver démarqué, ou le bon mouvement peut se retrouver entre son joueur et le panier. Vraiment une intelligence de jeu en défense qui est très rare. Et je pense que rien que pour ça, c'est un joueur qui mérite vraiment d'être regardé. Ça, c'était une belle explication en tout cas. Merci. Quelle déclaration d'amour. Je suis vraiment fan de l'intelligence de jeu de ce joueur. Je ne sais pas ce qu'il va donner à NBA. Hein. Ça peut être un poste 4 extérieur très sympa à voir, mais comme il peut exploser en plein vol, parce que physiquement, je pense qu'il est un peu juste. Mais non, ça peut vraiment être un joueur très intéressant à voir, et je pense que Neil Olshey a encore dû réaliser un bon coup, comme il sait faire. Et donc Jordan, à ton tour pour terminer.
Bon, je pense que même s'il avait fait une mauvaise Summer League, ça aurait été quand même mon coup de cœur, c'est Dejounte Murray. Voilà, moi je le suis depuis 3 ans, je l'ai découvert grâce à Jamal. Et voilà, c'est simple, c'est Jamal Crawford avec le jump de Will Barton. Je le trouve extraordinaire. C'est vrai qu'il a eu 2-3 matchs où il était vraiment très en retard, mais je pense pas que ça va être préjudiciable, pardon. Mais voilà, il est bon rebond, il a un jump, il a un shoot, il est élégant. Sous les ordres de Greg Popovich, je pense que ça peut vraiment faire quelque chose. Donc c'est vraiment mon coup de cœur, ça l'a toujours été depuis quelques années. Donc voilà, moi c'est mon gros coup de cœur de la Summer League. D'ailleurs, les Spurs, ils ne se sont pas trompés, hein. Ils l'ont fait signer. Ils se trompent rarement de toute façon. Voilà, mais ils l'ont fait signer, hein, donc c'est qu'ils savent qu'au bout d'un moment, si eux le font pas, les autres vont le faire. Hein. C'est ça. Oui, puis à terme, ça va être un joueur de potentiel et un très très bon joueur. Donc, qu'il soit tombé au Spurs, je pense que c'est la meilleure chose qui puisse lui arriver, surtout pour son expérience et accroître ses qualités. Donc, non, moi je suis pas surpris parce que je le voyais à ce niveau en Summer League. Voilà, maintenant sous les ordres de Popovich avec l'ambiance des Spurs et tout, ça va faire quelque chose de très très bon. Donc voilà, ça c'est mon coup de cœur. Merci messieurs donc pour vos déclarations touchantes. En parlant donc de choses touchantes, nous allons pouvoir passer à la dernière partie, l'avant-dernière plutôt sans compter le quiz de ce podcast. C'est notre ami Tim Duncan. J'espère que vous tous, vous avez des mouchoirs à côté de vous. Car bon, on tient à rappeler, après 19 saisons en NBA, à 40 ans, notre ami des îles Vierges a décidé de tirer sa révérence pour notre plus grand malheur malheureusement, même si au final c'est un mal pour un bien, parce que la dernière saison était peut-être celle de trop. Je ne sais pas ce que mes chroniqueurs en pensent, on en discutera tout au long de ce sujet. Mais c'est avec plaisir quand même qu'on lui dit au revoir. Ouais, et puis quel révérend, j'ai envie de dire, comme lui. À son image. À son image, sobre, élégant. Tu veux dire quoi? Je sais pas, c'est un modèle de constance au plus haut niveau pour moi. C'est l'équilibre à l'état pur, c'était l'équilibre des Spurs. Tim Duncan, c'est big fondamental. Il est peut-être pas flashy, mais sur l'entièreté de sa carrière, c'est magnifique ce qu'il a fait. C'est Tim Duncan. Si on prend ses stats sur l'entièreté de sa carrière, c'est magnifique ce qu'il a fait. Voilà, tu peux avoir que des compliments sur Tim Duncan. C'est pas possible de pas aimer ce joueur. Ouais, c'est clair. Alors, effectivement, c'est pas du tout un joueur flashy, mais c'est un joueur qui a vraiment des fondamentaux basket qui sont hors standard. Personne n'en aura des comme lui. Son petit shoot laid, là, avec la planche. C'est beau. C'est tellement laid, mais c'est à l'ancienne. Il te rendrait ça magnifique. C'est vraiment une grosse perte. C'est une perte de l'acabit de celle de Kobe Bryant. Hein. Sauf que Kobe Bryant est parti avec les lumières comme il a toujours eu, tandis que Duncan est parti de manière très sobre, à l'image du mec. La déclaration d'amour que fait Greg Popovich à Tim Duncan, elle est pas innocente. On sent vraiment que le mec, c'est pas qu'il aime le joueur, il aime le joueur, mais il aime surtout le mec. Et je pense que pour le vestiaire des Spurs, c'est une très grosse perte. Ah oui. Pour le vestiaire des Spurs, ça restera une très grosse perte. Après, je pense qu'il a déjà une place dorée au sein de la franchise. Hein. Je me fais aucun souci là-dessus. Mais pour le vestiaire, c'est vraiment un coup dur. Je suis très déçu même si on savait qu'il y pensait à la retraite, on pensait pas que c'était aussi proche. Enfin, je voulais pas croire que c'était aussi proche et quand j'ai appris ça, je me suis dit ouais, cette année c'est vraiment une grosse page qui se tourne. Donc, ouais. Je pense que cette dernière saison en fait, qui a été encore une fois au niveau des stats, mais bon, on peut pas parler de Tim Duncan juste avec les stats hein, évidemment. Je pense que c'était vraiment une dernière saison comme un tour d'honneur camouflé en fait. Moi aussi je m'attendais à ce qu'il refasse au moins une saison. Notamment parce qu'il y avait Tony Parker, enfin c'était pour finir le boulot quoi, entre guillemets. C'est vrai que j'ai été un peu aussi surpris d'apprendre ça maintenant et surtout comme ça non, on pouvait s'attendre qu'il l'annonce aussi sobrement, mais c'est vrai que ça a été une surprise pour beaucoup de gens je pense et pour moi aussi. Après on a vu contre OKC qu'il était à la peine quoi. Et
ça faisait presque mal de le voir jouer comme ça. Tu vois, quand il prenait quelque chose sur la tête, t'avais l'impression que c'était toi devant ta télé qui était en train de le prendre en même temps que lui, quoi. C'était dur. Mais effectivement, ça reste une perte pour moi qui est vraiment du même niveau que Kobe Bryant. Et là, Après, il le disait dans une interview qu'il prenait de moins en moins de plaisir sur le terrain et à partir de ce moment-là, tu peux plus jouer, quoi. Si tu commences à plus aimer ce que tu fais, ça commence à être difficile, quoi. non, mais on est entièrement d'accord. Après, on parle pas tellement de ce qui a motivé la décision. Bien sûr, s'il prend pas de plaisir, heureusement pour lui qu'il arrête. Il est pas là non plus pour venir se faire chier sur le terrain. Mais au niveau de sa carrière, le mec, c'est quand même 5 titres. Hein. Et sur les 5 titres, si je dis pas de bêtises, il y en a 3 où il est MVP des finales. Ouais, 2 fois MVP de la saison régulière. On parle pas de n'importe qui. Hein. Voilà, c'est Tim Duncan. Je sais pas ce qu'on peut dire de plus. Il y aurait tellement de choses à dire. Bah justement, De ses débuts avec David Robinson où les deux là, ils marchaient sur tout le monde. Son année rookie je crois, il est quand même au All-Star Game alors que c'est un rookie le mec. Waouh, c'est des joueurs d'un calibre qu'on fera peut-être plus. Quelles conséquences justement cette retraite aura sur les Spurs cette saison? C'est ça, moi je suis intéressé, c'est intéressant de savoir l'après Tim Duncan, parce que c'est quand même un équilibre dans le vestiaire sur le parquet, donc ça va être quand même un énorme manque pour San Antonio, donc j'ai hâte de voir comment ils vont réussir à s'adapter après ça. Sur le terrain c'est facile, c'est la Marcus Aldridge. La Marcus Aldridge c'est le Tim Duncan du très pauvre. Ouais, si tu le prends comme ça, oui, mais... Mais après, moi, son impact qui va vraiment être impressionnant, c'est dans le vestiaire. Moi, j'attends de voir comment ce collectif va tenir, même si on sait que Tim Duncan, c'était pas le mec, c'était un mec assez discret, mais on savait aussi qu'il soudait un collectif, qu'il aidait les nouveaux, etc. Ouais, c'est ça, comme disait Popovic, quand il parlait, c'est parce qu'il fallait parler, et il parlait pas pour rien, donc forcément tu l'écoutais, c'était une source d'expérience, c'était une source de savoir, donc c'est difficile quand un joueur aussi compétent que lui part d'une franchise. Donc je pense que c'était une clé de voûte des Spurs. Donc voilà, l'après Tim Duncan sera intéressant à voir comment Popovic va gérer tout ça, le vestiaire, les joueurs aussi. Va falloir s'adapter. Après, Popovic a l'expérience, Tony Parker, Manu Ginobili, je pense que c'est aussi pour ça que les Spurs ont mis un aussi gros chèque sur Gino. Hein. Alors certes, il y a l'amour de Ginobili, etc., tout ce qu'on veut. Mais il y a aussi le départ de Duncan qui leur fait dire on ne peut pas perdre Duncan et Ginobili la même année. Non, ouais, oui. Après, Tim Duncan, c'était vraiment la tour de contrôle de San Antonio, enfin des Spurs sur le terrain. C'était vraiment le relais de Popovic sur le terrain. Et c'est vrai qu'il parlait rarement pour rien dire, même jamais pour ainsi dire. Et non, mais c'est vrai que ça va avoir un sacré impact et on a hâte de voir ce que ça va donner sans Tim Duncan au niveau du moral de l'équipe et du collectif, de tout ce qui va autour du jeu en fait. C'est là où on verra vraiment l'influence qu'avait Tim Duncan de toute façon, parce qu'aujourd'hui, l'influence qu'avait Tim Duncan sur le collectif, on la connaît que par les déclarations des uns et des autres. Ni plus ni moins. Oui. Après, reste à voir, par contre, c'est là où on va vraiment voir l'importance qu'avait Tim Duncan dans un vestiaire. Ah, c'est ça, complet. Ouais, c'est sûr. Et maintenant que sa carrière est terminée, on va pouvoir aussi parler Panthéon. Donc vous, messieurs, à quelle place vous positionnez ce Tim Duncan dans l'histoire de la Ligue? Meilleur ailier fort. Meilleur ailier fort pour un. Florian, en quelle place tu mettrais toi Tim Duncan, pas seulement au poste, mais aussi dans tout poste confondu à ce joueur qui, mine de rien, a marqué son poste, a marqué ses années? Elle est dure ta question. Hein. Oui. Et c'est pas encore le quiz. Tu veux dire faire un top de tous les joueurs. La question, c'est pas tellement qui tu mets derrière, hein, c'est plus qui tu mets devant. Hein. Pour moi, il est... Allez, devant, tu peux mettre Jordan. Tu peux mettre Abdul Jabbar.
Ouais. Qui tu vas mettre devant? De toute façon, indéniablement, c'est en top 5. Magic Johnson. Magic Johnson de sûr. Et si vous avez un autre nom en tête pour m'aider? Perso. Top 5. Allez, comme ça, je te dis top 5. Allez, vas-y. Ouais, top 5. Dans l'histoire. Et Pierre? Je sais pas. Allez, tu peux rajouter Chamberlain. Oui. Ouais. Mais moi, top 5 aussi, moi de sûr. Hein. Ah ouais, Ouais, un 5. Allez, top 5, ouais. Après, chacun se le fait dans l'ordre qu'il veut parce que ça reste très subjectif, l'ordre. Mais ouais, top 5. Mais ouais, top 5 aussi. on sera tous d'accord, donc je pense, pour le mettre au poste de numéro 1 en ailier fort. Ah oui, là, il y a... Il n'y a pas d'hésitation. Voilà. Donc, on va... J'hésitais avec Brandon Bass, mais... Qui est parti aux Clippers d'ailleurs. Oui. Me faites pas pleurer, s'il vous plaît. À noter. Donc, on va terminer la page donc, de Tim Duncan avec une dernière chose. Bon, pas besoin d'en parler trop longtemps de Tim Duncan, puisque mine de rien, c'est pas un joueur qui a tant fait parler que ça de lui. Il faut juste observer et apprécier, c'est tout. Et justement, j'aimerais vous demander quel a été votre moment préféré justement de Tim Duncan. Quand vous pensez à Timmy, quel moment vous vient directement en tête? Moi, je l'ai, ouais. Celui-là, C'est 53 points face à Dallas. Et en 2006, il te tape son record en carrière en playoff face à Dallas. Je pense que Dallas, c'est l'équipe qui lui a toujours réussi, genre. Alors moi, ce que je garderai toujours un souvenir pour Tim Duncan, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ses fondamentaux. C'est pas un moment que je retiens de Tim Duncan, c'est la qualité du joueur. C'est vraiment... si j'ai une image à retenir de Tim Duncan, c'est ses shoots à 45 avec la planche. Ça, c'est vraiment la plus belle image du joueur. Pour moi, c'est vraiment ça qu'il y a à retenir. C'est pas tellement une image. Alors oui, on peut parler de ses performances personnelles, mais surtout, ce que je vais retenir, c'est les fondamentaux du joueur et que lui, c'est un vrai joueur de basket. et Pierre, pour terminer. Je suis plutôt d'accord avec Florian, c'est vrai que les fondamentaux ça correspond totalement à Tim Duncan. Après, bon, j'ai quand même le petit coup de cœur pour les titres qu'il a gagnés avec Tony Parker, forcément pour le côté français, je pense. Mais c'est vrai que je rejoins totalement Florian sur les fondamentaux. Enfin, quand on parle de Tim Duncan, on pense aux fondamentaux, à ce qui fait le basketball pur et ce qui fait le beau jeu, ce qu'on aime voir quand on regarde un match, quoi. Donc voilà, merci messieurs pour ces mots touchants sur Tim Duncan, vous avez tout dit. Moi j'aimerais juste le remercier pour ces 19 saisons de pur bonheur. J'ai apprécié chaque moment. Sans mentir, Tim Duncan n'est pas agréable à regarder jouer, il n'est pas flashy, mais ça fait plaisir. À cette époque, ça fait plaisir de voir des joueurs qui maîtrisent parfaitement un sport. Et mais il est dégueu à voir jouer. Oui. Et c'est pour ça. D'ailleurs, au All-Star Game, certains disent ouais, faut pas le mettre au All-Star Game, il est pas spectaculaire, mais si tu mets pas Tim Duncan au All-Star Game, tu mets qui? C'est sûr que tu regardes pas le All-Star Game pour voir des shoots avec la planche à 45 degrés, hein, ou pour voir des actions ou des bras roulés, tout ceci. Mais ce que tu veux voir au All-Star Game, c'est des grands joueurs. Et si tu mets pas Tim Duncan, t'as un All-Star Game qui a pas de saveur. Oui, et puis tout le monde a envie de voir Tim Duncan en contre-attaque. Mais bien sûr. Ouais. Il claquait des dunks de fou. Donc voilà, nous allons pouvoir clore cette page Tim Duncan, ça me fait mal au cœur de dire ça. Mais merci Timmy. Et on espère vite te revoir. On a dit Yanis, merci Tim Duncan en tout cas. On espère te revoir un jour dans la ligue parce qu'on ne sait pas visiblement si il se rapprochera des lumières encore une fois. Donc maintenant que tout est dit, on va pouvoir passer au moment préféré de ces messieurs, au moment où il n'y a plus aucune règle. C'est bien entendu. J'ai une revanche. C'est bien entendu le quiz. Donc on marque une petite pause et on se retrouve tout de suite pour le quiz NBA. On se retrouve après cette transition donc pour le quiz. 5 questions, 3 chroniqueurs cette fois-ci. On rappelle donc les derniers scores entre Jordan et Florian, même si on va rajouter Pierre cette fois-ci. Florian a gagné. Oui, je remets un petit peu le couteau à la plaie. Le dernier quiz 4-0.
Donc, messieurs, Ce qui m'énerve, c'est qu'on oublie ce que j'ai fait à l'avant, c'est-à-dire que j'avais gagné l'autre quiz. Mais Mais pas gagné. T'avais triché déjà. d'accord. donc, je rappelle les règles. Aucun site est autorisé, messieurs. Oui, Flo. Je ne réponds pas à ces accusations infondées. Ouvrez grand vos oreilles. Ce sera la première et unique question sur la Summer League. Quels ont été en 2012 les deux premiers MVP de l'histoire? Ils ont été co-MVP de la Summer League. Damien Lillard, Oui, celui-là je le savais. Ça tombe pile sur Damien Lillard, quoi. et vraiment, celui qui me donne le deuxième, il a un point avec Florian, parce qu'il faut me le trouver celui-là. Kawhi Leonard. Tu sais, Flo, le deuxième ou pas? Pour l'instant, il a pas encore dit. Mais je viens de te dire 3 fois le même. Oui, oui, t'as dit Lillard. Oui. Et le deuxième, tu me l'as dit? J'ai ni Kawhi Leonard. Non. En 2012, Anthony Davis. Non, Déjà, là, non, pour non. réfléchir. J'en ai aucune idée. Vraiment, tu es à des années-lumière du joueur qui a détenu ce co-MVP. Il joue toujours en NBA ou pas? Pas d'indication. Non, franchement, il joue toujours en NBA ou pas? Vous ne le trouverez pas. Non mais si nous dit ça, c'est que c'est un mec venu d'ailleurs qu'on se rappelle même plus qu'il existait un jour. Oui, c'est pour ça. C'est que s'il joue plus, c'est que là... Je vais vous le dire tout de suite pour éviter de perdre trop de temps. Il s'agit de Josh Selby. Josh Selby, pardon. Hein. Enchanté. on va le trouver, celui-là. On donne quand même le point à Flo puisqu'il a répondu en premier Damien Non, Lillard. 0,5 points, c'était co-MVP qu'on donnait. Arrête. Je savais que personne n'allait trouver le deuxième, donc je garantis quand même le premier point pour Lillard. Maintenant, 4 questions. Ça n'empêche, le mec qui fait les questions, il est pas avec moi. C'était Lillard quoi. Ouais, gars, ouais, il faut vraiment que ça tombe sur Lillard, quoi. C'était le premier. C'est le premier à avoir reçu le titre de MVP de la Summer League puisqu'avant il n'y avait pas de vainqueur. Mais bien sûr, c'est toujours le même, toujours le premier Lillard. Pas de soucis. Quel titre Tim Duncan a reçu? Et je veux d'abord que vous me disiez un G plutôt que hurler la réponse directement car ça pourrait donner une indication aux autres. Quel titre Tim Duncan a reçu 3 ans de suite durant ses années NCAA? Ah, NCAA. Oui. Un titre? Oui, un titre personnel. Meilleur rebondeur. Non, Meilleur bloqueur. non. Ils vont me faire toutes les catégories. Hein, C'est une catégorie, de toute façon. une catégorie globale. Flo n'a pas encore donné de réponse d'ailleurs. Ah, je sais. Je Meilleure sais. adresse. Meilleure adresse. Non, Flo, tu as dit? Meilleur défenseur. Voilà. Voilà. Oh les gars, on parle de Tim Duncan quand même. Vous avez cru quoi? Meilleure adresse? Non mais l'autre, il dit n'importe quoi. Un peu plus. Ça commence à faire beaucoup parce que là, il est quand même à 6 réponses de suite qui sont bonnes. Premier Ouais, set pour moi. Je me demande si l'animateur et le chroniqueur cohabitent pas ensemble et se donnent pas les questions et les réponses. Bon, C'est pas faux. après. Je n'ai vous reçu, me direz je n'ai théorie du reçu- complot. malheureusement, je n'ai reçu aucune somme. Bah, normal. J'attends encore la transaction, Florian. Oui, bah, elle arrive, hein, t'inquiète. Question suivante. Tim Duncan est le joueur ayant disputé le plus de minutes en playoff de l'histoire avec 8902 minutes. Quel joueur le seconde? Kobe Bryant. Non. LeBron James. Florian? Michael Jordan. Non. Ah. GG. Bah, de toute façon, on va faire les stars. Hein. Magic Johnson. Non. Ah, Jordan. Non, Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal. Non, à Pierre. Quoi? Abdul Jabbar. Ouais. Et en fait, ouais, c'est Karim Abdul-Jabbar. Je l'avais dit. Hein, C'est simple, il fallait faire les stars. Hein. Tu l'as dit, Pierre? Non, non, je plaisante. Ah, je l'ai Et dit. menteur. J'ai eu peur. J'allais me dire, merde, Non, j'ai... mais on a 2 tricheurs dans l'équipe, quoi. Non. Mais pas dedans, j'ai rien fait, moi. Bon, bah, vu qu'il ne reste plus que deux questions, c'est déjà un back-to-back pour Florian. C'était facile. J'ai des doutes par ce... Ah non, totalement faux. Bon, messieurs,
Combien Tim Duncan a effectué de triple-double durant toute sa carrière? 8. 8, voilà. Allez, c'est ça, c'est bon. Oh là là, oh la machine. C'est pas une Ah question. ouais, attends, quand c'est les stats, c'est bon, je suis là. C'est pas une question. Elle n'était pas prévue celle-là. Mais je donne un point à celui qui me trouve le nombre de double-double. 1002 double. Ça, Je l'ai dit avant. Là, vous, Non, j'ai dit 1002 avant. là, vous me faites très Pierre l'a peur. dit. Là, vous me faites très peur par contre. 1002 double. Je l'ai révisé, ok, je l'ai dit avant. Pierre, Non, il a non. dit. Hein. On va donner, Menteur, mais c'est pour pas me donner un point, toi. on va donner le point à Pierre Il quand a même. dit, arrête de tricher. On va donner le point à Pierre quand même parce que c'est son premier quiz et il faut donner le tapis rouge. Merci. Je Et rêve. je l'ai dit en premier, hein, tu peux réécouter, hein, je l'ai dit en premier. Mais je rêve. Non mais t'inquiète, Pierre, faut pas jouer avec Jordan, hein, il est très mauvais joueur. Oh la vache. J'adore parce que Florian, il veut que ce soit Pierre parce qu'il sait que ça ferait 2-2. Bah oui. Non, déjà j'ai 3 points. J'en ai pas 2. Mais il peut égaliser. Si je commence à me faire arnaquer, ça va mal aller aussi. Je crois pas, quoi, mais... Ah non, mais écoute, hein, réécoute, tu verras, c'est moi. Quel mais- mauvais esprit, Jordan, Si, mais si, chaque semaine J'ai c'est pareil. entendu hein. Pierre le Quelqu'un dire. peut J'ai faire entendu Pierre le dire. J'ai entendu une... Ouais, mais alors, faut me dégoûter dans cette équipe. Tu peux le bloquer, hein, Jordan, s'il te plaît? Oh, le dégoût que j'ai pour vous. Oh là 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 là. Il y a Bon. plus de questions, là? Il en reste une dernière. Ah. Ouais, celle-là elle est facile, c'est une cadeau. Donc, quelle phrase Timmy nous a gratifié en 2004 à l'encontre de la Fédération internationale de basket? Florian est un tricheur. C'est bon. Personne n'a la C'est phrase. ça la question? Quelle phrase Timmy nous a gratifié en 2004 à l'encontre de la FIBA? J'en ai aucune idée. Elle est devenue, Faut s'en rappeler, là. elle est devenue célèbre cette question pourtant. Cette réponse, pardon. Personne n'a J'en ai aucune idée. Non. un FIBA sucks. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ouais, pas étonnant. Hein. Oui. Bon, voilà, c'est sur cette magnifique phrase que nous conclurons ce podcast. Merci messieurs de votre participation. Il y aura encore des débats durant une semaine sur ce quiz qui a été encore disputé. Donc messieurs, si vous avez quelque chose d'autre à redire avant de clôturer ce podcast, vous êtes bien entendu priés de le faire maintenant. Ouais, moi, j'ai juste une chose à dire. J'ai le dégoût au nez. Voilà. Bon, voyant moi peut-être un mauvais joueur, moi je prends un esprit de compétition à la Kobe Bryant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais même si on te donne le point, j'ai 3, t'as 2, t'as perdu. Point final. Kobe Ouais, mais Bryant. ça me met en confiance, tu vois. Ah mais de toute façon, c'est moi qui ai le point, les gars. Réécoutez si vous voulez, j'ai le point. Non, mais toi t'es rookie, y a pas la parole au rookie, ok. Les rookies, c'est sur le banc. Écoute, Voilà, c'est ça, écarté. Ça va, oh. Bon, c'est le temps maker des rookies en plus. on va vite couper, ça commence à devenir méchant. Il y aura un arbitrage audio avant le podcast de la semaine prochaine et je clarifierai la situation la semaine prochaine Oui. de même. Parce que si tu veux voir qui l'a dit en premier, ça me ferait 3-2 et donc qu'on essaye au moins de faire des règles justes dans ce quiz. Non, mais vas-y, parle, tu verras de toute façon. Donc en tout cas, merci d'être Non, moi, je veux juste finir... Oui. Ouais, juste c'était finir- sympa. C'était sympa. Ben, après, comme d'habitude, hein, je pars gagnant. Hein. Tu voulais dire quelque chose Ouais, mais repars avec les fleurs encore. Ouais. Tu voulais rajouter quelque chose, Pierre, non? Ouais, je voulais juste dire merci à Tim Duncan, parce que c'est quand même le sujet principal aujourd'hui, donc merci à lui pour toutes ces années de basket qu'il nous a offert. Et voilà. Parfait. Bon, l'autre, encore les déclarations qu'il fait pour... oh là là, Parfait. tocard. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Voilà. Une déclaration d'amour pour Tim Duncan pour terminer. Merci. À la semaine prochaine. Bye. Et à tous. Ciao.